Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du métabolisme et de son contrôle. Alors, je vais revenir sur les voies métaboliques, on en a déjà parlé. Donc, on va partir du glycogène, des triglycérides et des protéines pour produire de l'ATP. Pour ce qui est du glycogène, on transforme ce glycogène en glucose, puis ce glucose est transformé en pyruvate. Alors, on va donner des noms. Le glycogène transformé en glucose, c'est la glycogénolyse, donc du glycogène qui est lysé. Lysé, ça veut dire détruire. La glycolyse, c'est la destruction du glucose en pyruvate. Et puis, si on n'a pas de possibilité d'entraîner le pyruvate vers la voie aérobie avec le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire dont on a déjà parlé, eh bien on produit de l'acide lactique. Cet acide lactique, en fait, va nous permettre de produire de l'énergie et on aura dégagé durant cette glycolyse 2 à 4 ATP. Donc, en anaérobie, on dit qu'un glucose va permettre de fournir 2 à 4 ATP. Cette production d'acide lactique en fait va être importante puisqu'elle va permettre au final à la glycolyse de perdurer. C'est le sens des deux flèches jaunes que j'ai fait figurer, puisqu'en fait la glycolyse consomme un cofacteur que la transformation pyruvate en acide lactique reproduit. Donc ce cofacteur est sans cesse renouvelé grâce à l'acide lactique quand on est en situation d'anaérobie. Les triglycérides vont être transformés en acides gras par ce que l'on appelle la lipolyse. Et ça ne se fera que en aérobie. Donc, on aura ensuite un passage par le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Donc là, on est strictement sur de l'aérobie, alors que sur le métabolisme glucidique, on avait une part d'anaérobie possible et d'aérobie. Et puis les protéines, on les dégrade en faisant ce qu'on appelle la protéolyse. Et là, ça sera aussi de l'aérobie stricte, puisqu'au final, ça va rentrer dans le cycle de Krebs, puis chaîne respiratoire à nouveau. Donc on se retrouve avec 3 possibilités pour avoir du métabolisme aérobie. Première possibilité, c'est la dégradation de glucides. Deuxième possibilité, la dégradation de lipides. Et troisième possibilité, plus rare, mais qui existe lors d'un effort très long, lors d'un stress prolongé, ou bien une femme enceinte qui n'apporterait pas assez d'éléments, d'autres éléments, et qui pomperait dans ses protéines pour fournir au final l'énergie nécessaire à ces cellules. Donc ces 3 voies permettent de former des produits qui rentreront dans le cycle de Krebs avec libération de CO2 au niveau du cycle de Krebs et puis formation d'un facteur qu'on a déjà nommé le NADH2 qui rentrera dans la chaîne respiratoire et au niveau de la chaîne respiratoire on a consommation d'oxygène et puis en contrepartie on aura une libération d'ATP. Donc je garde bien en tête que le cycle de Krebs produit du CO2 et puis qu'au niveau de la chaîne respiratoire, on consomme l'oxygène. Je garde en tête aussi que la glycolyse permet de produire un petit peu d'ATP, donc 2 à 4 ATP. Si ça s'arrête là, eh bien, un glucose n'aura fourni que 2 à 4 ATP. Par contre, si on a de l'oxygène, eh bien, le pyruvate va se transformer en une molécule qui pourra rentrer dans le cycle de Krebs, puis on aura l'énergie qui sera envoyée vers la chaîne respiratoire, et en arrivant tout au bout du bout ici, eh bien, on aura produit au final beaucoup d'ATP en dégradant le glucose, puisqu'on aura produit environ 34 ATP. On peut recréer du glycogène en partant du glucose, c'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. Génèse, ça veut dire générer. Donc on génère du glycogène. On peut générer des triglycérides en partant des acides gras, en faisant de la lipogénèse. On peut générer des protéines en partant d'acides aminés. Dans ce cas, on fait de la protéogénèse. Donc là, en fait, on va dans le sens inverse de tout à l'heure, où on avait de la glycogénolyse. Maintenant, on fait de la glycogénogénèse. De la lipolyse, maintenant, on est sur de la lipogénèse. De la protéolyse, maintenant, on fait de la protéogénèse. Et puis, il y a
quelques éléments particuliers. Quand on coupe au final notre triglycéride, le triglycéride est formé en fait de glycérol, je vais représenter une molécule de glycérol ici, avec 3 acides gras qui lui sont liés. Et donc lorsqu'on dégrade en fait ces triglycérides, on va se retrouver avec une molécule de glycérol ici qui va être libérée. Et cette molécule de glycérol, elle va me permettre de refaire du glucose. De la même manière que certains acides aminés vont permettre de faire du glucose. Faire du glucose à partir du glycérol ou des acides aminés, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. On en reparlera plus tard au deuxième semestre lorsqu'on parlera du stress notamment et du rôle du cortisol, et vous verrez que je vous dirai que le métabolisme va être réorienté dans ce sens-là. Donc on retient ce nom-là pour plus tard, on ne va pas le réutiliser tout de suite maintenant, mais on le retient pour plus tard, la néoglucogénèse, faire du glucose à partir du glycérol ou de certains acides aminés. Donc ici, on retrouve ce que je viens de vous dire. Voilà une molécule de triglycéride. Vous observez effectivement une molécule de glycérol ici, et puis une de 3 molécules d'acide gras. On dégrade le tout, on obtient du glycérol, on forme du glucose, et donc en fait, on a fait de la néoglucogénèse. Passons maintenant au principe de régulation du métabolisme, puisque c'est le titre de notre chapitre ici. C'est bien de comprendre comment le métabolisme va être contrôlé, puisqu'en fait ce métabolisme ne va pas toujours être le même. Parfois il va falloir l'accélérer, parfois il va falloir le ralentir. Quand je commence un effort, il va falloir que je l'accélère. Quand j'arrête un effort, il va falloir que je le ralentisse. Donc partons d'un exemple, l'exemple de la glycolyse. La glycolyse, c'est donc la dégradation du glucose en pyruvate, et puis il y a des formes intermédiaires. Je ne vous demande pas de retenir le nom des formes intermédiaires. On les appelle fructose 6-phosphate et fructose 1,6-diphosphate. Et la transition fructose 6-phosphate en fructose 1,6-diphosphate, ça nécessite l'intervention d'une enzyme qu'on appelle la phosphofructokinase. Je ne vous demande pas de retenir ce nom-là non plus. Par contre, je vous demande de retenir le principe de ce qui va suivre. Le glucose est transformé en pyruvate. On a compris que ça allait rentrer, qu'un produit de dégradation du pyruvate va rentrer dans le cycle de Krebs, et puis que toute l'énergie va être envoyée au niveau de la chaîne respiratoire grâce au NADH2. Donc parfois, ce métabolisme, eh bien, il va falloir l'accélérer. Il est trop lent par rapport à ce que l'on veut. En début d'effort, j'ai besoin de faire tourner le cycle de Krebs beaucoup plus rapidement. Donc il va falloir que j'accélère la vitesse de toute cette voie-là. À l'inverse, quand on a un cycle de Krebs qui est assez rapide et une chaîne respiratoire qui est assez rapide aussi, eh bien, quand j'arrête un effort, il va falloir ralentir. Donc quels sont les indicateurs à l'intérieur d'une cellule, puisqu'ici on est bien à l'intérieur d'une cellule, quels sont les indicateurs qui vont permettre à la cellule de savoir s'il faut ralentir ou accélérer, ou s'il faut rester comme dans la situation existante. Ces indicateurs sont liés à l'ATP, puisque je produis de l'ATP en fait au niveau de toutes ces voies. J'en produis au niveau de la glycolyse, au niveau du cycle de Krebs et beaucoup au niveau de la chaîne respiratoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais comparer en fait la quantité d'ATP produite par rapport à ce qui est consommé. Si je produis plus d'ATP que ce qui est consommé, j'ai le résultat suivant, j'ai une accumulation d'ATP. Donc ça va me donner un renseignement à ma cellule. Et ce qui va se passer, ma phosphofructokinase va être inhibée. Ça veut dire que on va la désactiver. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'ATP. Donc en fait, cette voie ici est donc trop rapide par rapport aux besoins. Donc il va falloir diminuer la vitesse de cette voie. Et pour la diminuer, eh bien, on freine la production de fructose 1,6-diphosphate. Puisqu'on a moins d'activité enzymatique permettant le passage de fructose 6-phosphate au fructose 1,6-diphosphate, eh bien, notre système est ralenti. A l'inverse, si j'ai moins d'ATP produit que consommé, tous mes ATP qui vont être produits vont être transformés en ADP plus PI,
Et ça va même aller plus loin parce que ADP, je vous rappelle, ça veut dire adénosine diphosphate. Et bien cette adénosine diphosphate va être coupée. On va encore lui arracher un phosphate. Et donc ça va me donner de l'AMP. Et on va avoir comme ça une accumulation d'AMP au niveau de ma cellule. Et cette accumulation d'AMP va venir activer la phosphofructokinase. Au final, ça dit quoi à la cellule? Ça dit que ma vitesse de cette voie est beaucoup trop faible par rapport à ce dont on a besoin. Donc, en augmentant l'activité de la phosphofructokinase, on va produire beaucoup plus de fructose 1,6-diphosphate et donc on va permettre au final à mon métabolisme ici d'aller beaucoup plus vite que la vitesse qu'il avait auparavant. Bilan, on est bien sur une homéostasie avec un système freinateur et un système accélérateur. Troisième point, l'évolution de la source énergétique avec l'effort. Alors ici, on fait un lien avec ce qu'on avait dit auparavant. On avait dit que au final, on allait d'abord consommer des glucides, ensuite des lipides. Et regardez, c'est bien ce qu'on observe ici. En abscisse, vous avez l'intensité en pourcentage du VO2 max. Et puis, vous avez deux échelles d'ordonnées. En bleu, les lipides, en noir, les glucides. Et vous observez qu'avec l'activité, eh bien, plus l'activité va être d'intensité importante, plus on va consommer de glucides. Et donc on a ici au final une démonstration que plus mon niveau d'activité est important, plus je suis en anaérobie, donc plus au final ma source énergétique sera les glucides. Alors je vous rappelle que ça c'est à remettre en lien aussi avec la consommation initiale de glucides en premier lieu, puis au bout d'une 15-20 minutes, on a un métabolisme lipidique qui est plus important. Et ce graphique ici nous montre un troisième aspect, c'est que au-delà d'une certaine intensité, ce sont surtout des glucides qui vont être consommés. Donc si quelqu'un veut maigrir, il ne faut pas qu'il soit sur des intensités trop importantes, de manière en fait à consommer des lipides. Bilan. On a un certain nombre de voies métaboliques dont on a donné les noms. Donc vous devez connaître le nom de glycogénolyse, de glycogénogénèse, de glycolyse, de lipolyse et de lipogénèse, de protéolyse et de protéogénèse. Et on retient pour le deuxième semestre la néoglucogénèse. On a compris que si globalement on a plus d'ATP produite que d'ATP consommée, eh bien on va inhiber notre phosphofructokinase. On a compris aussi que si on a moins d'ATP produite que consommée, eh bien notre AMP va activer la phosphofructokinase. Et puis on comprend aussi que en fonction de mon intensité d'effort, je vais consommer plutôt des glucides ou plutôt des lipides selon les courbes qui se retrouvent ici. Donc pour un niveau d'effort élevé, on va surtout consommer des glucides puisqu'on va être surtout vers des métabolismes qui seront des métabolismes anaérobies. À très bientôt sur un autre sujet.